Bonjour à tous. Eh bien, je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Je me présente, je suis Élodie Bia. Je dirige le bureau conseil en transition écologique qui s'appelle Ouvert. C'est un bureau qui a été fondé par Emmanuel Druon, qui est le président de Pocheco, inventeur de l'écolonomie et aussi conférencier. Il a animé la conférence juste avant cette table ronde. Bienvenue à tous. Et l'équipe du bureau Ouvert propose aux entreprises de mettre en œuvre l'écolonomie, la méthode qui consiste à nouer des alliances avec le vivant pour une économie écologique. Nous accompagnons toutes les étapes de la transition, évaluation du contexte, des enjeux, mais aussi élaboration d'un projet commun enthousiasmant et mise en œuvre de la transformation. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde dont la thématique est une question qui nous est posée. Et si le vivant devenait le boss? Alors oui, difficile de concilier écologie et économie. Difficile d'imaginer que le vivant puisse intégrer complètement les fonctionnements de l'entreprise tellement fortement que le vivant deviendrait la règle. Difficile d'imaginer tout cela. Et pourtant, chez Ouvert, nous qui accompagnons près de 450 entreprises depuis notre création il y a 13 ans, tous les jours, nous faisons le constat que de mettre en œuvre l'économie, que de nouer des alliances avec le vivant, permet aux entreprises de devenir beaucoup plus robustes, permet aux entreprises d'aggrader le milieu naturel et puis d'améliorer les conditions de vie au travail. Alors, si nous pensions nos entreprises comme des systèmes vivants, si nous imaginions et nous inspirions de cette nature pour transformer nos entreprises, et si nous entretenions de nouveaux rapports avec le vivant. Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Point, Kalina Raskin, Tariq Shekshak et Jérôme Cohen. Donc, ils vont se présenter en quelques minutes, et puis nous rentrerons dans le débat. Et on se réserve 10 minutes de fin pour des questions avec vous auprès d'eux. C'est parti. Kalina, tu veux démarrer par une petite présentation? Oui, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour cette belle réunion de la famille du biomimétisme version XXL. Encore un grand hommage à Alain Renaudin et toutes ses équipes d'arriver à nous réunir pour cette 8e édition grandiose. Voilà. Kalina Raskin, moi j'ai le plaisir et l'honneur de diriger le CEBIOS. Le CEBIOS qui est le Centre d'études et d'expertise en biomimétisme. Nous sommes une coopérative. Nous avons fait ce choix d'être en statut de coopérative parce que pour pouvoir mettre en œuvre concrètement le biomimétisme, il faut beaucoup de parties prenantes. Il faut des parties prenantes académiques, il faut des parties prenantes entreprises, il faut des parties prenantes représentatives de la société civile et des politiques publiques pour que tout ça puisse avancer en concertation et pour qu'on aille plus loin tous ensemble. Et donc on a choisi ce statut de coopérative et donc nos métiers au CEBIOS, c'est de pouvoir mettre en œuvre concrètement cette démarche de biomimétisme à toutes les échelles et on en parlera. Merci. Tariq? Merci, très heureux de retrouver cette grande famille du biomimétisme et de ceux qui s'intéressent au vivant en fait, parce que je vois parmi vous des visages de personnes qui ont aussi beaucoup de savoir sur ces questions-là à partager potentiellement. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas surtout. Donc moi je m'appelle Tariq, j'ai la chance d'être biologiste marin au départ parce que ça m'a donné la possibilité de découvrir pas mal de choses sur le vivant et je travaille actuellement pour l'Institut des futurs souhaitables, sociétaire du CEBIOS, pour Picaya également un bureau d'études et je suis en charge de tirer les fils ou de tisser les fils autour de cette grande question, justement peut-on s'inspirer du vivant pour resynchroniser l'humanité occidentale en tout cas et ses technologies dans la toile de la vie. À moi? Oui. Bonjour, moi je m'appelle Jérôme Cohen. J'ai fondé à la fois Engage, qui est une organisation qui travaille à l'accélération de la transition écologique. On s'intéresse beaucoup aux questions de biodiversité. D'ailleurs, on lance vendredi et samedi le festival qui s'appelle LIFE, qui a lieu à l'Académie du Climat, auquel vous êtes toutes et tous évidemment invités.
à participer. J'ai fondé aussi l'année dernière, il y a 2 ans, un projet qui s'appelle le Grand Défi des entreprises pour la planète. Et notre ambition, c'est comment réconcilier la société, d'une part, et puis l'économie, le monde économique, avec ces questions écologiques, et en particulier avec cette question de la biodiversité du vivant, comme dirait Tariq, ce qui nous intéresse, nous, par-delà ou au-delà du biomimétisme. On n'est pas, nous, des spécialistes de biomimétisme. C'est comment on arrive à inventer des modèles économiques, une conception de l'économie. Alors, évidemment, c'est les questions de gouvernance, mais aussi, de modèle économique, mais de gouvernance, qui respecte, nous réconcilie avec la question du vivant, qui est fondamentale. Et voilà, c'est de ça, je pense, qu'on va aussi parler aujourd'hui. Merci. Frédéric. Moi, je suis Frédéric Point, donc je suis le directeur Sûreté, Sécurité, Hygiène, Environnement du campus Charles-Viac à Saint-Ouen, qui abrite le centre de recherche capillaire du groupe L'Oréal. Donc moi, je ne suis pas non plus un expert du biomimétisme, mais je suis plutôt un client, c'est-à-dire que je dois offrir à ces chercheurs qui travaillent sur l'approvisionnement des matières premières, la conception et le cycle de fin de vie des produits cosmétiques et qui cherchent justement à s'inspirer du vivant, un cadre de travail inspirant sur ces sujets. Et également, je me dois d'apporter ma pierre à l'édifice du programme L'Oréal pour le futur de L'Oréal en essayant de minimiser au maximum l'impact environnemental de mon site, de développer également un sujet qu'on découvre un peu nouveau de la promotion de la biodiversité en milieu urbain. Et donc, je m'inspire un peu de tout ce que je peux glaner chez Pocheco, chez les experts, pour mettre en application à mon niveau, sur mon site, ces bonnes pratiques. Merci. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, puisqu'on est ici dans le salon Biomime Expo. Qu'est-ce que l'on entend par biomimétisme en entreprise? Kalina. Alors, il y a pas mal de façons d'envisager en fait le biomimétisme dans une entreprise. Si on revient un petit peu aux espèces biologiques, quelle que soit l'échelle considérée, depuis la cellule jusqu'à un écosystème naturel, n'importe quel système biologique, il doit gérer 3 principaux flux que sont l'énergie, la matière, l'information. Et ça, c'est vrai à toutes les échelles. Et or, une entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire en général quand elle se développe à toutes les échelles? Elle doit, à l'échelle du produit jusqu'à son échelle territoriale, effectivement, réfléchir à ces 3 mêmes flux. Donc, le biomimétisme, il est intéressant à appliquer à l'ensemble de ces échelles-là. Historiquement, parce que c'est beaucoup plus simple et scientifiquement et intellectuellement, le biomimétisme s'est beaucoup concentré sur l'échelle du produit ou de la composante produit, parce que c'est beaucoup plus facile à appréhender. On vient imiter une fonction, une propriété du système biologique au périmètre bien contraint, sur lequel on a une homogénéité scientifique, technique, et puis on essaye de l'appliquer. Et pendant des décennies, ça a été, et c'est toujours d'ailleurs, la principale source d'inspiration à ces échelles-là, composante produit et produit. Mais de plus en plus, on voit le biomimétisme comme source d'inspiration à d'autres échelles. L'autre échelle assez évidente, c'est l'échelle des infrastructures. Par exemple, le domaine de l'architecture, qui a aussi déjà pas mal exploré ce sujet du biomimétisme avec de très belles réalisations. Parce que n'importe quelle infrastructure doit, une fois de plus, gérer ces 3 flux-là, mais avec un champ de contraintes qui est beaucoup plus large. Et donc là, on va souvent faire des chimères en termes de biomimétisme et de bioinspiration, c'est-à-dire qu'on va aller prendre des idées de plusieurs typologies d'espèces. Et puis, si vous augmentez encore cette échelle-là et vous vous dites, d'accord, mais cette infrastructure prise toute seule, ça n'a pas de sens. Cette infrastructure, elle est forcément connectée à son environnement, à son territoire. Et donc là, vous entrez effectivement dans des échelles d'inspiration qui vont bien au-delà, l'échelle d'inspiration plutôt des écosystèmes et des interactions entre espèces. Et donc, comment font finalement ces entreprises-là pour pouvoir interagir à différentes échelles d'interaction, tant avec d'autres entreprises du territoire qu'avec la région, la biorégion dans laquelle ils sont inscrits. À l'échelle justement des sites et des infrastructures, alors je rends hommage à l'initiative de Pocheco, puisque Pocheco, pour moi, est un exemple absolument parfait d'une entreprise qui finalement a collaboré, fait alliance avec le vivant et finalement a fait du biomimétisme presque sans le savoir. C'est très bio-convergent, votre approche, pour repenser un site qui justement va gérer ces 3 flux d'information, de matière, d'énergie de façon extrêmement efficace en alliance concrète avec le vivant. Et puis je laisserai probablement Tariq parler d'échelles qui sont les échelles des territoires où là aussi le biomimétisme commence à être appliqué pour faire dialoguer des parties prenantes et être en capacité d'être le plus efficace et sobre possible dans notre gestion
des ressources. Oui, tout à fait. Tariq, d'ailleurs, sur les questions du territoire, vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. Sur les territoires, sur les organisations, je suis assez gourmand en fait de tous ces sujets, mais avec encore une fois ce fil conducteur, hein, cette étoile polaire, hein, qui est comment finalement prendre soin du vivant en innovant, et non pas détruire le vivant en s'inspirant du vivant, par exemple, ce qui serait quand même assez insupportable. Donc l'idée, évidemment, c'est peut-être casser déjà une illusion de la séparation qui existe dans nos cultures, et pas dans toutes les cultures. C'est Philippe Descola qui le dit, hein, même le mot nature n'existe pas dans pas mal de cultures. Et quand on utilise ce mot nature, on crée l'illusion d'une séparation. Quand on est en train de respirer là maintenant, impossible sans l'oxygène produit par les algues et les plantes, ce qui est un déchet pour elles, mais une ressource indispensable pour nous. Dans le vivant, il y a sur des territoires des tas d'espèces qui interagissent, qui échangent des flux de matière, d'énergie, qui font des collaborations, des compétitions, des prédations, du parasitisme. On ne va pas tomber dans l'angélisme. Il y a toutes sortes de stratégies dans le vivant, mais l'ensemble de ces stratégies forment sur un territoire donné, qu'on appelle un écosystème, un tout généreux en services essentiels. Il y a des matrices essentielles quelque part qui sont indispensables pour des tas d'espèces. Pas toutes. Par exemple, certaines bactéries peuvent se passer d'oxygène, craignent même l'oxygène, mais globalement, sans oxygène, il y a beaucoup d'espèces qui risquent de ne pas pouvoir prospérer. Il y a les sols fertiles, donc l'air, une matrice essentielle. L'eau, évidemment, plein de cultures nous disent l'importance de l'eau, mais la science nous dit que le vivant est apparu dans l'eau, donc l'eau de nos territoires, c'est un enjeu de plus en plus crucial. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau? Comment on traite l'eau? Comment on gère l'eau? Est-ce qu'on la laisse accessible à d'autres espèces, ou est-ce que c'est seulement les humains, ou certains humains même, qui ont un des droits d'accès? Les sols fertiles, ce n'est pas que pour l'agriculture, c'est aussi pour les écosystèmes. Et puis, je dirais, pour les espèces sociales comme la nôtre, des matrices sociales. On a besoin de faire société. D'autres espèces sont aussi des espèces sociales. Où est-ce que ça peut se construire? Où est-ce que ça peut se réparer quand il y a eu des problèmes? Et en fait, pour être très court, on a eu tendance à l'échelle des territoires, pour revenir à cette échelle, mais on pourrait dire la même chose avec les organisations, à projeter une vision mécanistique, une vision d'ingénieur sur nos territoires. Le territoire, plateforme technique à aménager avec des fonctionnalités pluguées, de mobilité, de ceci, de cela. Le territoire est un système vivant. Une entreprise, ce n'est pas une boîte, comme le disait pas mal d'ailleurs. On a vraiment des grands penseurs qui ont commencé à nous éclairer dans ces directions-là. Ce n'est pas une boîte. Il n'y a pas des rouages dans l'organisation. Il n'y a pas des chaînes de décision. C'est un système vivant. Si ça c'est vrai, alors on doit en tirer des conclusions. Alors le sujet du collectif, de la mobilisation du collectif autour de ce sujet, Jérôme. Oui, la question c'est comment on fait en fait pour replacer une entreprise alors au service ou réconcilier avec le vivant, avec la nature. Il me semble qu'il y a trois caractéristiques majeures, enfin pour nous. Un, c'est que cette entreprise doit devenir, ou toute organisation d'ailleurs, doit devenir apprenante. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un déficit de connaissances, alors sur le biomimétisme, mais sur le vivant au sens large du terme, et que si on ne fait pas rentrer cette nouvelle connaissance, ces nouveaux savoirs à l'intérieur de l'entreprise, eh bien, on n'arrivera pas à avancer. Donc c'est, pour moi, la première étape qui est absolument fondamentale. Deuxièmement, une entreprise ou une organisation, à nos yeux, doit être participative. C'est comment on amène un maximum de personnes de cette entreprise à travailler sur ces sujets. Et je dirais, de tous les métiers et à tous les niveaux hiérarchiques. Parce que les solutions, si on peut parler de solutions, se cachent ou sont souvent à l'interstice de ces métiers, de ces activités, de ces niveaux hiérarchiques, de ces savoirs à l'intérieur de l'entreprise. Donc l'entreprise apprenante et participative. Et troisième niveau, et ce que rejoint totalement ce que dit Tariq, c'est une dimension, je dirais, d'ouverture. C'est-à-dire que l'entreprise, qui était quand même un peu refermée, me semble-t-il, sur elle-même, pour nouer ces relations nouvelles et pour avancer positivement sur la protection, voire rêvons-en à la restauration de la nature, eh bien, doit être ouverte et travers un écosystème. Ça veut dire quoi? C'est travailler évidemment sur son territoire, mais plus largement, avec des organisations avec lesquelles elle n'a pas l'habitude de travailler. Donc ça veut dire les territoires, les politiques, les ONG, les associations. Et c'est en travaillant de façon écosystémique, hein, c'est un mot qui est très à la mode mais qui a une signification, que l'entreprise pourra réinventer une activité, un modèle d'affaires, une gouvernance qui soit au service ou en relation, en réconciliation, pour réconcilier la nature. Donc pour nous, les trois dimensions, les trois piliers, c'est le savoir, l'entreprise devient apprenante, la participation,
c'est pas une affaire, on verra tout à l'heure peut-être deux, trois exemples, c'est pas une affaire simplement de comité de direction, c'est toute l'entreprise qui doit se mettre dans cette direction-là et ouverte, travailler avec un maximum d'acteurs pour être évidemment plus intelligente et pour trouver des solutions qui sont plus pérennes et qui prennent en compte les territoires. Donc voilà, ces 3 dimensions, on pourra revenir sur des exemples concrets après si tu le souhaites. Oui, bah justement, donc sur cette question de l'aménagement d'un site qui communique avec le territoire, qui interagit avec le territoire, L'Oréal, vous avez, vous, un campus Charles Zviac et vous avez beaucoup œuvré pour... Oui, deux exemples pour illustrer ce qui vient d'être dit. Donc, on a connu 3 phases dans notre politique environnementale sur notre site. Bon, on est parti d'initiatives paraissant sympathiques qu'on avait copié-collé d'autres sites. Ensuite, on est passé à la 2e phase où on a commencé à réfléchir plus systématiquement sur l'ensemble de nos impacts, sur l'eau, sur les déchets, sur les rejets. Et on s'est rendu compte en faisant, notamment en utilisant beaucoup les analyses de cycle de vie, qu'on s'était parfois fourvoyé dans nos actions. Mais c'est surtout quand on s'est un peu ouvert l'esprit qu'on a pu vraiment progresser et notamment comprendre que l'entreprise n'est pas fermée sur elle-même, c'est tout à fait exact. On avait beaucoup travaillé la biodiversité sur notre site, à essayer d'attirer des espèces en offrant des parcs et des jardins. Et c'est vraiment quand on a discuté avec les mairies et les spécialistes de la biodiversité urbaine qui nous ont dit, mais attendez, ne partez pas hors sol avec des initiatives comme ça, il faut vraiment avoir une réflexion beaucoup plus globale. Votre site est situé entre le bassin de la Seine, où il y a un type de faune et de flore intéressant, mais qui doit communiquer avec les parcs et jardins de Clichy et Saint-Ouen, et vous êtes entre les deux. Essayez plutôt de jouer ce rôle de pont entre ces différents écosystèmes en développant tel type de plante ou tel type de mare ou de plan d'eau, pour justement apporter votre contribution à cette mobilité de la faune et de la flore qui existe en milieu urbain. Et donc voilà, et ça nous a entraîné justement à discuter avec les mairies, avec les autorités locales ou avec des sociétés qui promeuvent justement ce genre de choses, et à découvrir qu'effectivement, non, une entreprise n'est pas fermée sur elle-même, elle participe à un écosystème et elle doit interagir avec son milieu. Et en ce qui concerne les initiatives du personnel, juste une petite anecdote, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'une dizaine de personnes de mon site, pendant le temps de midi, descendaient dans la rue et ramassaient les déchets dans la rue. Initiative qui m'embêtait en termes de responsable sécurité, parce qu'ils ramassaient ça à main nue. Bon, je ne voyais pas trop l'impact que ça pouvait avoir, mais bon, c'était tellement de bonne volonté que j'ai voulu soutenir. On a commencé à discuter avec les autres entreprises de notre quartier, en disant, mais est-ce que vous ne pourriez pas également mettre 10 personnes à disposition et avoir peut-être un effet de masse un peu plus important? Et puis on a contacté la mairie en disant, mais on a besoin de matériel, on a besoin d'outils de protection, de ramassage. Et en fait, d'une petite initiative un peu dérisoire, c'est devenu quelque chose de tout à fait conséquent. On s'est retrouvé à 80-90 dans les rues, à nettoyer les ruelles aux alentours de notre société. Et au-delà de cette initiative qui a un impact qu'on peut discuter, ça crée des liens. En fait, on discute avec les autres entreprises du voisinage, on discute de nos enjeux, de nos difficultés. Nous, on avait déployé des ruches, c'est super, hein, on avait bien étudié notre coût, on avait bien utilisé notre niche, mais si tous les autres sociétés autour de nous se mettent à déployer également des ruches, ça va complètement saturer le système. Donc, moi, je mets des ruches, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux m'aider par rapport à ça? Et on essaie de construire quelque chose d'un peu plus cohérent à l'échelle de la ville. Mais alors, enfin, à vous entendre, tout a l'air merveilleux. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'entreprise qui déploie plus fréquemment ces principes du vivant dans leur fonctionnement? Qu'est-ce qui coince et quels sont, d'après vous, les leviers qui permettent d'accélérer cette transformation? Kalina, est-ce que... Nous, donc voilà, on commence à accumuler un certain retour d'expérience. J'ai envie de dire que le premier frein, c'est la méconnaissance dans la culture générale des enjeux de biodiversité et des connaissances sur le vivant et de l'importance en fait du rôle de la biodiversité dans absolument à peu près tout, c'est-à-dire tant dans notre vie quotidienne en tant qu'habitant de cette planète qu'en tant qu'organisation. Et on est, quel que soit en fait le secteur de l'entreprise et même des secteurs moins évidents en termes d'impact sur la biodiversité,
biodiversité sont concernés par ces enjeux de la biodiversité. Donc comment est-ce que vous voulez, déjà les motiver, les mobiliser à se préoccuper de la biodiversité, et là vous leur demandez encore un niveau au-dessus, c'est-à-dire comment finalement inviter le vivant à la table de conception et à la réflexion sur l'organisation pour pouvoir faire alliance avec ce vivant-là quand vous n'avez même pas de connaissances primaires en fait sur ce sujet du vivant. Très souvent quand je donne des conférences et que je demande aux gens mais le vivant depuis quand il existe, et alors personne n'arrive à sortir les 4 milliards d'années. Quand on leur demande combien il y a d'espèces sur Terre, personne ne sait qu'il y a 10 millions d'espèces. Donc sur ces enjeux aussi fondamentaux qui sont notre histoire première, et puis sur le fait que, je reprends un peu l'image qu'avait présentée tout à l'heure Alain pendant l'ouverture, de ce petit vaisseau spatial que représente la Terre, sur lequel nous sommes finalement tout seuls avec d'autres espèces. En fait, nous, Homo sapiens, on a complètement perdu la conscience de cette interrelation avec le vivant. Donc je pense qu'il y a une explication assez triviale, mais qui est fondamentale, de schisme et de rupture culturelle et philosophique avec le vivant, qui fait qu'en fait, ça ne nous vient pas à l'esprit, tout simplement, que spontanément, quand on est dans un département de R&D, si je reprends un peu toutes les échelles, quand on est dans un département de R&D, ou quand on est dans les directions plutôt de l'aménagement, ou quand on est à des échelles plus territoriales, ça ne nous vient pas à l'idée de prendre en considération le vivant comme une partie prenante, à la fois alliée et modèle. Donc ça ne nous vient pas à l'esprit. Ça ne fait pas partie de nos modèles d'entreprise. Ça ne fait absolument pas partie de nos modèles. Donc il y a plein de choses qui sont liées à, probablement dans les sociétés occidentales, notre façon de vivre. Nous sommes principalement des urbains. Notre façon d'être éduqués. Les sciences du vivant, même en filière scientifique, deviennent de plus en plus optionnelles. Donc comment voulons-nous qu'ensuite les personnes qui doivent prendre des décisions et ou interagir avec leur environnement prennent des décisions éclairées si finalement ce vivant-là n'a plus aucune place dans leur raisonnement. Et Frédéric, vous qui avez fait entrer cette biodiversité sur le site, d'après vous, quels seraient les freins à déployer ce type de système ailleurs ? Oui, ben en fait, parfois, la difficulté, c'est effectivement la connaissance générale, mais c'est aussi parfois la vitesse, c'est-à-dire qu'on travaille ces sujets-là, on travaille sur du très long terme, et parfois, le monde de l'entreprise, ben non, il faut que ça aille vite, il faut que ça réponde très rapidement à un besoin. Et on a parfois l'impression que ces nouvelles approches vont complexifier le projet et on veut aller parfois beaucoup trop vite. Oui. Et vous disiez aussi que pour certains sites très urbains et donc avec très peu d'espace extérieur qui puissent accueillir le vivant, ça semble compliqué où l'imagination ne fait pas effectivement, la première réponse qu'on a, mais non, mais ok, si on avait un site à la campagne, bien sûr, mais absolument pas sur un site urbain. Mais justement, c'est là où on doit faire un travail de pédagogie, montrer que nos villes sont des havres qui accueillent une biodiversité d'une grande complexité et très, très riche et de plus en plus riche, puisque les espèces animales, quelque part, maintenant, se réfugient dans les villes, puisque malheureusement, les terres agricoles, parfois, ne sont plus du tout des endroits très favorables pour le vivant. Donc il y a effectivement une grande richesse qu'il faut faire connaître. Il faut surtout pouvoir montrer les bénéfices de ces projets, montrer et je trouve que l'économie est un très bon exemple, de ne pas présenter ça comme une contrainte supplémentaire ou un coût supplémentaire, mais montrer tout le bénéfice que l'on va pouvoir retirer de s'inspirer du vivant, de travailler en écosystème, de développer des partenariats. Le fait de végétaliser les toitures, ce n'est pas uniquement pour apporter un peu du vivant dans une ville, ça a un rôle tout à fait fondamental dans la régulation de température d'îlots de fraîcheur, d'îlots de fraîcheur, de capter de l'humidité qui va justement limiter le rayonnement solaire. Et je pense qu'aussi une autre difficulté, c'est qu'il faut trouver les bons partenaires, parce que parfois on peut se laisser, surtout quand on connaît, comme moi, pas très très bien ces sujets-là, on peut vite se faire embarquer par des vendeurs de poudre de perlimpinpin. On a des bâtiments qui sont classés HQE, haute qualité environnementale. Donc quand je suis arrivé sur ce campus, je me dis chouette, super. Quand j'analyse le système de chauffage et de ventilation de ce bâtiment, on est très loin du biomimétisme et même très loin de la sobriété énergétique. Et c'est difficile de changer. C'est-à-dire que quand on conçoit correctement dès le départ un bâtiment, on peut effectivement
tout de suite installer les bonnes solutions, mais quand il s'agit de transformer un bâtiment qui a été mal conçu pour l'améliorer, on parle quand même d'investissements relativement importants pour un retour sur investissement parfois un peu lointain, et ça c'est difficile. Oui, et puis là on parle d'accueillir le vivant sur un bâtiment, autour d'un bâtiment, mais il y a aussi le vivant dans toute la chaîne de valeur de l'entreprise, ne serait-ce que le choix des matières premières. Emmanuel Druon tout à l'heure nous a rappelé que bien que Pocheco transforme des enveloppes, il y a toute la question du choix du papier et donc de remonter la chaîne jusqu'à la gestion de la forêt. Bon, pour toute entreprise, textile, dans tous les secteurs, en fait, le vivant intervient. Je crois que ça représente 95% de la valeur du système économique, le vivant. Tariq. Oui, d'ailleurs, on est en train de travailler, tout comme toi d'ailleurs, sur cette question de l'entrepreneuriat et du vivant, parce que c'est vraiment une question cruciale, surtout quand on voit ce qui se passe au niveau politique. Il y a un pouvoir transformateur énorme qui a toujours été dans le monde de l'entrepreneuriat. Les technologies qu'on utilise sont plus ou moins favorables au vivant, créent de la valeur ou détruisent aussi en même temps d'autres valeurs, ce qu'on appelle des réponses destructrices. On va répondre à un besoin, mais détruire d'autres besoins pour nous les humains et pour d'autres espèces en même temps. Et on voit très bien que le modèle extractiviste a été source de beaucoup de réponses destructrices. Et c'est tout le paradoxe. Il y a certains philosophes qui appellent ça aussi, comme Michia, la base d'autonomie. C'est-à-dire comment finalement on continue à recevoir des biens et services qui nous intéressent, mais au prix de la destruction d'une base d'autonomie. C'est quoi une base d'autonomie? C'est vous pouvez trouver autour de vous, à 50 km, je dirais, ce qui vous permet de répondre à vos besoins humains fondamentaux. Et on voit à quel point, par exemple, pendant la crise de la Covid, eh bien, dès que les flux s'interrompent, la base d'autonomie n'est plus là. Et ça pose un vrai problème de résilience. Donc je dirais, même en étant égoïste, en fait, l'entrepreneuriat, la façon dont on conçoit les territoires, on devrait prendre soin des systèmes dont on dépend, dans notre proximité et même dans le lointain, parce que tout est interrelié. Quand on voit la photo de la planète, on comprend que c'est ça, en fait, le système. Et l'entreprise projette sur ces territoires une version, on va dire, un peu limitée de sa chaîne de valeur, sans se rendre compte des interrelations, des interdépendances. Et finalement, on essaye maladroitement, et tant mieux, au moins on essaye, avec cette histoire de scope, par exemple, scope 1, scope 2, donc les périmètres où on a des effets de levier, et on se rend compte que tout retentit sur tout. Donc, quelque part, on est en train, dans la culture de l'entrepreneuriat, avec la CSRD qui s'en vient en plus, d'être dans la compliance, c'est-à-dire essayer de rentrer dans les corps de la législation, alors qu'on est en train de parler d'un changement culturel des organisations. Donc on a par exemple lancé une dynamique qui s'appelle Entreprendre pour le vivant, où on va travailler dans toutes ces dimensions. Vous savez, il y a la métaphore de l'iceberg, le côté très incarné, très factuel, et le monde de l'entrepreneuriat aime ça, évidemment, les choses concrètes, c'est pas du blabla, c'est des choses qu'on va vraiment voir. Mais en dessous, il y a les tendances. Les tendances, est-ce qu'on va plutôt être sous influence par le sourcing pour aller chercher sa matière première, soit des problèmes géostratégiques ou des problèmes comme le Covid, etc. Et puis tout en bas, il y a le modèle mental. Est-ce qu'on continue à avoir le vivant comme une matière première à extraire comme on a extrait le reste, ou est-ce que ça peut être un partenaire, un modèle, voire un problème, mais au minimum, comme le dit Baptiste Morisot, avec lequel il va falloir inventer une diplomatie interespèce. Et vous voyez, là, c'est vraiment des changements culturels. Alors comment, comme le dit Einstein, générer des nouvelles émergences factuelles, concrètes, si on ne travaille pas aussi le modèle mental? Entreprendre pour le vivant, par exemple, vous pouvez venir à notre stand, on vous en dira un petit peu plus. On essaie de travailler avec une vision écosystémique, c'est-à-dire pas nous, on n'est pas un bureau de conseil, mais c'est de la recherche, action, transmission. On va réfléchir à ces questions. Il y a des choses qui sont déjà opérationnelles et puis d'autres qui ont besoin d'être creusées. Et il y a aussi, effectivement, s'inspirer du vivant pour les organisations. Et là, c'est la rencontre entre l'humanisme et la biologie. Parce qu'il faut faire attention, il y a une tendance aussi dans la communauté du biomimétisme, de la bio-inspiration, de dire la nature est géniale, la nature a raison, tout est parfait dans la nature. Oui, mais attention, un virus, une gazelle qui est mangée à moitié morte ou à moitié vivante par un lion, c'est ni bien ni mal du point de vue du lion. Il agit selon sa nature de lion. Nous, on a une dimension culturelle, une dimension éthique. On n'est pas les seuls d'ailleurs, il y a d'autres espèces qui l'ont. Et ça veut dire que la philosophie, les sciences humaines doivent dialoguer avec la biologie pour arriver à créer de la valeur de manière différente, parce qu'on est peut-être, comme le dit Élisée Recrue, une espèce qui se rend compte qu'elle est en fait capable de penser l'univers, penser la nature. Donc la nature qui prend conscience d'elle-même, c'est peut-être aussi ça l'humanité. Jérôme, les leviers ? Oui, je plus sois sur tout ce qui a été dit, qui est totalement vrai. Je rajouterais que, en fait,
un des freins, puisqu'on parlait des freins, ou on peut parler des leviers positivement, c'est finalement à peu près la même chose, c'est comment on fait prendre conscience, parce que tu l'as dit, des interrelations entre le monde économique, ou les activités économiques, et le vivant. La biodiversité, la nature, on l'appelle comme on veut. La problématique, c'est quand on rentre, nous, dans une entreprise, par exemple, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises se disent « mais moi, je n'ai aucun rapport avec la biodiversité, avec le vivant ». C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas cette question des interrelations qu'on peut appeler, voilà, je pense que c'est un public de connaisseurs, de dépendance, d'impact, de risque et in fine de levier d'action. Donc s'il n'y a pas cette première compréhension de ce lien très ténu, très intime entre le vivant et le monde économique ou l'activité humaine au sens large, on ne peut rien changer derrière. Donc nous, on commence toujours par ça. On a une méthode qui s'appelle le DIRA, qu'on a fait pour aller nous voir sur... On a un stand Engage avec Mission Biodiversité, qui est un atelier qu'on a monté là-dessus. C'est comment déjà, ce premier pas, de comprendre cette interrelation intime qu'il faut comprendre et puis après travailler, détricoter. Et alors parfois, on ne va pas dire que tout fonctionne, non, on bosse avec beaucoup d'entreprises, nous aussi on est pas un cabinet de conseil, on accompagne, on essaye d'élever les confiances sur ces sujets, de faire bouger les lignes, de mettre en place des nouveaux, enfin de faire évoluer les modèles d'affaires, les gouvernants sur cette question-là. Mais parfois on a des petites victoires. Donc par exemple, là on a accompagné une entreprise, une très grosse entreprise du 440, machin, pendant 1 an. Et ils ont pris la décision à l'issue de cet accompagnement ou de ce travail qu'on a fait avec eux, que tous les projets passeraient par le DIRA. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet qui naît, un nouveau produit, tout ce que vous pouvez imaginer, s'il n'y a pas l'analyse du DIRA, donc de dépendance, de l'impact, des risques, et évidemment, enfin le levier d'action, après c'est autre chose, qui est mené en amont. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que quelque part, ce que disait le directeur de cette entreprise, c'est-à-dire que l'imaginaire a un peu bougé, c'est-à-dire qu'il y a des réflexes qui se sont mis en place, et donc avant de penser, ce qui était le cas pendant des décennies, juste la rentabilité économique d'un projet, on va avoir une approche qui est beaucoup plus systémique, beaucoup plus large, et qui va permettre d'intégrer cette question du vivant dans la prise de décision. Il me semble que tant qu'on n'aura pas une systématisation de cette démarche-là, je ne vois pas comment on pourra avancer. Donc évidemment, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est cette question de la connaissance, c'est cette question de la connaissance certes du vivant, mais aussi de comprendre que sans le vivant, une entreprise n'est rien et que l'entreprise a un impact extrêmement fort sur le vivant. Donc je dirais, voilà, c'est ça, moi, qui, aujourd'hui, je trouve, bloque, par-delà la connaissance fondamentale, on pourrait parler d'éducation en plus jeune âge, il y a énormément de choses à faire, bloque toute évolution. Et bon, on va essayer d'être positif parce que depuis quelques jours, là, je trouve que c'est assez pesant et on n'a pas l'impression qu'on avance dans le bon sens. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je trouve que par rapport à ce qu'il y a à faire, le niveau de connaissance, de compréhension, de changement, plus que de raisonnement, de culture autour de ces questions-là, va... pas du tout assez vite, donc là on est probablement un peu tous convaincus, mais comment on arrive à ce qu'il y ait 100 000 personnes à Biomimesco, que ce n'est pas simplement des personnes qui sont spécialisées sur ces sujets qui viennent ici, mais que tout le monde, en fait, dans l'entreprise, intègre cette dimension, est un nouveau réflexe, et intègre ces nouvelles modes de pensée, ces nouveaux réflexes pour faire bouger une boîte, parce que sinon, et c'est la même chose, au niveau des comités de direction, on pourrait croire que il y a une connaissance qui est beaucoup plus forte, c'est totalement faux. Pareil, dans cette entreprise, on s'est aperçu que les gens du CA, honnêtement, n'y connaissaient rien, ou quasiment rien. Et pour me faire plaisir, ils m'ont dit, 2 mecs du CAMEX sont arrivés, voilà, bon, et ils pensent qu'ils voulaient me faire plaisir, en disant, ah, c'est génial, on a fait une journée pour présenter tous nos résultats, qu'est-ce qu'on a appris comme truc? Et je me suis dit, merde, ils ont appris. Donc ça veut dire qu'ils n'y connaissent rien, ou quasi, vraiment pas beaucoup. Et donc, en fait, je crois que le travail à faire avec les entreprises, c'est un travail vraiment en miroir entre l'ensemble des salariés et les comités de direction ou les dirigeants. Et si on ne fait pas travailler les deux en même temps, je crois qu'on n'y arrivera pas. Oui, voilà. Il y a un effort à produire, en fait. Au moment de la prise de décision, l'effort consiste à donner la parole au vivant, prendre conscience que le vivant autour de nous a aussi certains besoins et a aussi une attention que l'entreprise doit lui porter. Et on a quelques possibilités là, de prendre des questions de votre part.
ce qui nous permettra de continuer d'échanger. Est-ce qu'il y a une première question dans la salle? Qui veut se lancer? Oui? Et puis après, monsieur? Merci. Donc j'ai une question justement puisqu'on est en lien donc avec les sciences de la nature et l'entreprise. Donc entreprise, moi, ce qui me vient à l'idée, c'est sciences de gestion. Je sais qu'il y a quelques professeurs, notamment le professeur Gauthier à l'EM Lyon, qui travaille sur le sujet et qui dit qu'il faut que les sciences de gestion soient remises en cause aujourd'hui dans ce contexte de liens et d'écosystèmes. Je ne sais pas s'il y a d'autres initiatives qui sont mises en place parce qu'effectivement c'est de la culture, c'est des sciences sociales, et les sciences de gestion découlent des sciences sociales. Et donc, je ne sais pas si aujourd'hui il y a des initiatives à ce niveau pour, si on peut le dire, réconcilier sciences de la nature et sciences de gestion. Parce qu'effectivement, on a toujours cet objectif de la performance économique et financière en premier lieu, quoi. Je veux bien tenter, si vous me permettez, un début de réponse. C'est dans ce sens-là où le côté recherche, action, transmission est important à garder en tête. On est en train, de manière un peu maladroite, de mon point de vue, je ne dis pas que c'est la vérité, en train d'essayer de réformer relativement à la marge le Monopoly. Je prends l'exemple du Monopoly parce que vous pouvez mettre les plus belles personnes autour d'un Monopoly. La dynamique de jeu fait que la fin est toujours la même. Vous pouvez mettre le Dalai Lama, Mère Teresa, l'abbé Pierre, qui vous voulez. La fin est toujours la même. Vous pouvez rajouter une case biomimétisme. Vous pouvez rajouter une case permaculture. Vous pouvez rajouter une case comme vous voulez. La fin est toujours la même. Et donc, on est en train d'essayer de faire la triple comptabilité. On va essayer. Évidemment, quand même, le juge de paix à la fin, c'est surtout la colonne de chiffres. Alors, dans une zone de transition, et je ne suis pas en train de pointer du doigt en disant attention les méchants, toutes les grandes transitions ont été marquées par des dissonances cognitives fortes. Quand Galilée est venu, Copernic, il a fallu pendant un certain temps continuer à fonctionner selon le mode de représentation du monde du Moyen-Âge, tout en laissant la possibilité à une autre façon de se représenter, dans notre cas la création de valeur, émerger. Alors on a quand même des signaux faibles, signaux fiables, c'est comme ça qu'on les appelle au sein de l'Institut. La dynamique des entreprises à mission, pour essayer de créer de la valeur, pas simplement pour ses actionnaires, Milton, Friedman, mais aussi pour son territoire, pour d'autres parties prenantes, humaines et non humaines potentiellement même. Ça commence tout doucement, non humaines. Il y a aussi, avec la triple comptabilité, quelque part un signal qui est de réintégrer ce qu'on appelle les externalités négatives. Vous savez tous ce que c'est que les externalités, si ce n'est pas le cas brièvement, je construis quelque chose de très polluant. Si je ne prends pas en compte, en tant que fabricant, tous les impacts que génère le process, le cycle de vie de ce produit, la société est quand même obligée de le prendre en compte, ne serait-ce que par l'assurance maladie, la pollution générée, la dépollution qu'il faudra faire, etc. Et réintégrer les externalités, c'est faire en sorte, grâce à la traçabilité, c'est un gros enjeu également, de pouvoir remettre dans le produit ou le service le vrai coût. Négatif comme positif. Et c'est ce qui implique qu'on a une distorsion de concurrence en fait. Un produit écologique semble plus cher, mais si vous réintégrez les externalités négatives, il ne sera pas plus cher, il sera moins cher. Donc tant qu'on n'a pas réglé ces questions-là, on sera dans des sparadraps ou des améliorations de la dynamique du Monopoly. Il nous faut passer du jeu du toujours plus au toujours mieux et revenir à l'origine des mots même. Économos, éco-logos. Comprendre la maison commune à l'échelle de la planète et la bonne gestion de la maison commune. Et même au mot bénéfice, benefactos, les bienfaits, opposés à malefactos, les méfaits. On est dans un entre-deux. Kalina ? Je vais juste apporter des compléments. Tariq a tout dit, mais juste, vous avez la chance d'avoir à Biomimexpo 2 personnes, justement, en particulier pour discuter de ces sujets-là. Emmanuel Delannoy a beaucoup réfléchi effectivement aux interfaces entre économie et vivant. Il a notamment publié un ouvrage qui s'appelle Perma-économie, donc je vous invite à aller le voir. Et puis, par ailleurs, là, on a la chance d'avoir... une des rares personnes qui a fait sa thèse autour du biomimétisme dédié aux organisations et donc à l'interface entre les sciences sociales et les sciences de l'écologie et de la biologie, qui est Paul Boulanger, et qui effectivement est en train également de sortir un ouvrage autour du biomimétisme et les organisations. Et donc je vous invite vraiment à aller discuter avec eux. On manque, vous avez raison monsieur, on manque aujourd'hui de travaux. Je disais tout à l'heure, le biomimétisme a été beaucoup contraint au sujet produit parce que c'était plus simple, et dès qu'on est dans les sciences de gestion, dans les sciences humaines et sociales, on est sur des niveaux de complexité et des champs de contraintes qui sont beaucoup plus grands, et donc c'est plus difficile de trouver des angles d'attaque pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Donc on a besoin de travaux complémentaires avec la rigueur du monde académique. Alors moi c'est une ancienne chercheuse qui parle, mais voilà, sur ces sujets-là.
mais voilà, je considère que ça va faire partie des gros effets de levier de pouvoir travailler à ces échelles-là, et on a la chance d'avoir en France des gens qui réfléchissent à ces questions-là. Alors, il y avait une deuxième question. Monsieur ? Merci, mais qui est un peu complémentaire, parce que c'est Tariq, tu as parlé justement, le bas de l'iceberg, c'est les modes mentaux, et je voulais savoir justement sur Entreprendre pour le vivant, mais alors peut-être aussi Jérôme, Kalina, et peut-être chez L'Oréal, je ne sais pas aussi, sur qu'est-ce que concrètement vous faites pour travailler sur ces modes mentaux et faciliter ces changements de modes mentaux. Je vais être très bref parce que j'ai déjà pris la parole. Je vais laisser peut-être à d'autres l'occasion de dire un peu ce qu'ils font. Je vais vous poser une question toute bête et soyez pas gênés. Hein. Montrez-moi où est le nord, ici, là, maintenant. Montrez-moi avec votre main où est le nord, à peu près. Allez-y, osez. Voilà. Bon, c'est par là, oui, ceux qui montrent à peu près. Hein. Il y a beaucoup d'urbains qui ne sont pas capables de répondre à ce genre de questions. J'aurais pu poser la question, nommez-moi 10 espèces d'arbres qui poussent sur vos territoires. Et vous savez, cette fameuse étude américaine, il y a plus d'enfants qui connaissent des Legos de voitures que d'espèces d'arbres. Comment vous voulez parler du vivant si on a perdu autant la connaissance, comme tu le disais tout à l'heure, Jérôme, ou Kalina, essentielle en fait, sur des choses aussi essentielles? D'où vient l'eau de votre robinet? Est-ce que vous êtes capable de faire le tracé mental de l'eau de votre robinet dans votre organisation ou chez vous? Il y a une déconnexion tellement profonde dans les sociétés occidentales qu'il nous faut revenir, et j'ai des amis dans la salle qui ont aussi exploré le dialogue interculturel sur ces questions-là, où on considère le territoire comme un système vivant, voire comme un corps territorial, où il y a des poumons, où il y a des zones où l'eau circule, c'est comme les réseaux sanguins. Qu'est-ce que ça donne si on change de perspective et qu'on écoute d'autres cultures qui, depuis des millénaires pour certaines d'entre elles, n'ont pas créé cette déconnexion? On pourrait se dire, bon, c'est de l'orientalisme culturel. Ils ont quand même des choses intéressantes à nous dire, parce que le minimum qu'on doit constater, c'est qu'on a détruit le système qui nous accueille. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans le système qui nous accueille. Donc je pense que c'est fondamental, et dans Entreprendre pour le vivant, on va jouer sur toutes ces dimensions-là, mais surtout ne jamais oublier la dimension culturelle. D'ailleurs, cette initiative est née dans le cadre du festival Agir pour le vivant, qui est avant tout un festival à vocation culturelle. Après, on travaille avec d'autres acteurs comme EP Éducation allez, si on regardait des principes inspirés du vivant, corrigés par le Musée de l'Histoire naturelle, dans le cadre de papier qu'on a co-écrit ensemble, allez, le vivant surfe sur les cycles. On parle des cycles des nutriments, évidemment, mais c'est aussi les cycles des saisons, les cycles jour-nuit. Souvent, dans les sociétés très anthropisées ou très urbanisées, on est à contre-cycle. Qui, à la fin de l'année, s'est retrouvé accéléré dans les endroits où la nature ralentit, nous on accélère. On a plein de projets à rendre et tout en décembre. On est à contre-cycle dans plein d'endroits. Vous voyez, ça peut être aussi, comme le disait Kalina, miser sur l'information, le design intelligent de l'information, parce que grâce à ça, on peut optimiser par des boucles de rétroaction la quantité de matière et d'énergie. Le vivant est un modèle extraordinaire. Il y a des études de l'université de Bath qui montrent comment, dans les brevets, on analyse ce qui se passe. Est-ce qu'on compte beaucoup sur la matière et l'énergie ou plutôt sur l'information? Eh bien, je peux vous dire que dans le vivant, c'est surtout l'information. Alors on pourrait se dire société de l'information, ouais, mais terre rare, haute pression, haute température, donc les proportions ne changent pas. Et en plus, on crée de l'obésité informationnelle. Donc voilà, ça c'est les principes inspirés du vivant. C'est un projet qui s'appelle Biotopie, dont on parlera surtout l'année prochaine, mais on en parle un peu dans notre stand, où on va prendre des principes comme ça qui semblent être émergents de 3,8 milliards d'années, un peu une sorte de cahier des charges émergent, et voir ce que ça donne pour les organisations. Merci. Je pourrais rajouter, faire rentrer en fait, parce que tu parlais des organisations, je crois, faire rentrer la dimension sensible dans les organisations. C'est extrêmement difficile parce que, comme tu disais tout à l'heure, les boîtes, c'est d'endroits où le sensible a été écarté, mis à l'écart en fait pendant des années. Donc nous, on essaye de passer beaucoup par l'art, par exemple. Alors c'est pas simple parce que, par exemple, dans des organisations, je veux pas utiliser l'art comme un gadget du tout, encore quelque chose d'assez fondamental. On peut faire des ateliers de danse, etc., pour que les personnes se réconcilient avec leur corps, avec le corps de l'autre, arrivent à faire des dialogues, et en fait déjà qu'il y ait quelque part cette première interrelation en fait qui nous fait prendre conscience. Alors ça peut passer par l'art, ça peut passer par une promenade dans les bois, enfin, mais là une interrelation entre les humains qui sont dans l'entreprise. Si vous voulez, ça crée pas toujours ça peut créer de la dissonance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être totalement hermétiques à ça, ça va choquer, etc. Mais on s'y tient. On peut passer par l'art. C'est par exemple dans le Festival Life, là, en fin de semaine, on a créé avec Engage une exposition qui s'appelle Nature On-Off. C'est qu'on s'est amusé, avec l'IA notamment, à enlever le vivant de
20 tableaux majeurs de l'histoire de l'art et de voir qu'est-ce que ça donnait. Donc voilà, comment ça, finalement, évidemment, toutes les sources d'inspiration sont enlevées et donc il reste, vous le verrez si vous venez, et c'est assez choquant. Mais peut-être que l'art aussi peut être une façon d'appeler une autre partie de notre cerveau, de notre sensibilité, bien évidemment, pour comprendre, en fait, pour avoir des déclics, en quelque sorte. Donc, nous aussi, une réponse, c'est d'essayer de passer par l'art, par la sensibilité, pour, à défaut d'aller se promener dans les bois et de cueillir des champignons, parce que ça, c'est pareil, ce que tu disais, plus personne ne se fait ça. Enfin, de moins en moins, malheureusement, et les enfants en particulier. Est-ce que ça peut pas ramener un moment, un déclic qui va dire « Merde, qu'est-ce que je suis con, je l'avais pas envisagé, tout simplement. » Voilà, donc ça peut aussi peut-être l'art servir à ça. Alors Jérôme, tu parles d'art, mais justement, alors ils viennent de s'absenter, mais on a la chance d'avoir 2 artistes en ce moment, Régent Dorval et Raphaël Decoster, qui sont en train de réaliser des fresques sur les vitres de cette salle. Alors on vous invite à aller échanger avec eux quand ils reviendront, puisqu'ils ont des belles idées à partager avec vous. Ces 2 artistes organisent aussi des ateliers. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne sont pas là. Ils sont partis en atelier. Ce sont des ateliers nature. Inscrivez-vous. Il faut pour cela aller sur le stand du bureau ouvert. Ah oui, Raphaël est là. Pardon. Coucou. Donc ils organisent des ateliers nature. Ils vont emmener des groupes là aujourd'hui, avec des instruments pour observer la nature avec précision. Et vous verrez, vous sortirez de cet atelier avec un autre regard porté sur la nature. Ouais. Alors, on a le temps de prendre une dernière question. Ce sera la toute dernière, madame, oui. Merci. C'est une question un peu comme celle de la triple comptabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit apparaître un certain nombre de nouveaux Canva business model, l'Université de Laval, il y a aussi ici Nous sommes vivants. Est-ce que pour vous, c'est un début de réponse, une réponse, ou est-ce que comme la triple comptabilité, c'est du sparadrap ? Je peux répondre rapidement, puis après je céderai la parole. Moi, je ne crois pas du tout que la triple comptabilité soit un sparadrap. Je pense que c'est même totalement fondamental. Après, c'est mon avis. Voilà. C'est-à-dire que je pense que ça peut être une façon de transformer, on va dire, le capitalisme ou la façon dont l'économie est envisagée aujourd'hui de façon absolument fondamentale. Je crois même, peut-être un peu excessif, alors évidemment on pourrait dire qu'on va renverser le système et qu'il n'y aura plus de comptabilité, il n'y aura plus de capitalisme, etc. Ça, c'est une autre réponse. Honnêtement, j'y crois pas. Et je ne suis pas sûr que l'environnement tel qu'il est aujourd'hui nous amène à y croire. Mais en revanche, prendre en compte ces externalités, comprendre que n'importe quelle entreprise, je cite souvent Coca-Cola, mais là on n'a pas le temps, pour comprendre en fait ce que vaut véritablement une entreprise pour la société. Si on fait l'analyse relativement simple de ses impacts sur les questions humaines, les questions sociales, de santé, sur les questions environnementales, on s'aperçoit que des grosses entreprises qui sont surcotées, survalorisées, en fait ne valent rien, ont même probablement une valeur négative. Donc si ça c'est mis en place, il n'y aura pas d'argent, il n'y aura pas de financement, donc ces entreprises sortiront entre guillemets du système. Donc déjà ce sera, à mes yeux, un progrès non négligeable. Donc pour moi, ne balançons pas tout ça. Je pense que c'est très important. Certes, ce n'est pas la révolution absolue, mais c'est déjà un début. Je ne vais pas être macroniste, pas parler de révolution dans ce sens-là, mais c'est déjà un début de révolution relativement conséquent, à mes yeux. Kalina, oui. Je suis assez raccord avec l'analyse là de Jérôme sur le fait qu'on a besoin de ces premiers pas en fait assez fondamentaux pour commencer à réfléchir autrement. Après évidemment, faut pas empêcher des gens à réfléchir à des choses beaucoup plus disruptives dès à présent pour qu'elles fassent leur chemin. J'en profite pour parler d'un modèle assez intéressant qui a été développé par un Français qui s'appelle le modèle économique Amelio. C'est là où vous êtes sur une monnaie complémentaire territorialisée avec vraiment une volonté de finalement augmenter plus vous êtes sobre en énergie, plus vous avez d'impact positif en faveur de la biodiversité, plus votre capital monétaire augmente. Donc en fait, vous avez une monnaie qui est indexée à son succès de sobriété et non plus du tout par rapport à la méthode conventionnelle. Et donc c'est des choses qu'on commence à expérimenter sur certains territoires. Il y a des territoires qui sont intéressés pour le faire. Donc c'est vraiment du biométisme appliqué au modèle. Dans quelle région, Kalina ? Alors c'est des choses qui ont commencé à être expérimentées en Hauts-de-France, donc okay. Dans le cadre de
l'action que nous avons avec l'ADEME sur voilà, territoire et biomimétisme. Donc c'est le modèle Amélios, voilà, la banque de l'énergie. Et nous, notre perspective, c'est designer le succès et regarder le présent en fonction de l'endroit où on aimerait être si on a réussi. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ça rejoint ce que tu dis. Moi, j'ai vu apparaître, par exemple, la notion de service écosystémique et de financiariser les services écosystémiques avec une bonne intention, il y a 20 ans, de rendre visible dans les comptes des entreprises et des États des services qui sont diffus. Il y a plusieurs types de services, hein, prélèvement, mais services par exemple de régulation, comme une forêt qui pousse sur un bassin versant, va stocker du carbone mais réguler les pluies, ou un marais va épurer l'eau. C'était au départ, il y a 20 ans, pas très estimé. Mais je pourrais vous dire quelle est la valeur économique de l'amitié. Je peux calculer combien de cadeaux vous vous faites, quelle distance vous devez parcourir et faire un raisonnement en disant vous devriez plutôt être ami avec monsieur qu'avec madame. Donc il y a des biais. Je pourrais vous parler de la valeur d'usage, la valeur d'échange. Vous avez un diamant et de l'eau, vous êtes dans le désert, qu'est-ce qui a le plus de valeur, le diamant ou l'eau? Maintenant vous voulez le vendre, qu'est-ce qui a le plus de valeur, le diamant ou l'eau? Et en fait on est biaisé. Alors c'est très bien, c'est un premier pas, c'est un premier pas maladroit, mais ce n'est pas le point final. Le point final, c'est créer de la valeur radicalement différemment. Et l'époque nous demande des transformations profondes. Évidemment, on ne va pas se mettre en danger. Il y a un système qui reste celui du 19e et du 20e siècle. Il va falloir continuer, bienvenue en dissonance cognitive, fonctionner en partie selon ce système-là, mais ouvrez des espaces d'expérimentation. Allez le plus vite possible expérimenter d'autres façons de créer de la valeur. Trouvez des réponses synergiques. Je fais partie de ces écosystèmes régènes, comme certains d'entre vous dans la salle. Je discutais avec mon ami Daniel Rodari qui me demandait est-ce que tu connais une entreprise vraiment régène? Pour le moment, il n'y a que dans l'agroécologie. Il y en a zéro, ça n'existe pas. On peut avoir une étoile polaire régénérative, une intention, mais le chemin, il est complexe. Est-ce que ce sera le mot de la fin, Tariq ou... Oui. Jérôme, un petit mot de la fin pour clôturer, oui. Le mot de la fin, non. Apprenez, diffusez cette parole autour de vous. C'est grâce à ça que ça marchera. Et essayons de sortir de notre entre-soi. Alors c'est moins qu'avant, mais ça reste quand même très fort. Et diffusons au plus possible. Voilà, pas d'autres mots. Merci Frédéric. Un petit mot. Oui, plus modestement à mon niveau, parlez avec vos employés. Ils sont très très intéressés par ces sujets, beaucoup plus que vous ne le pensez. On avait fait une petite animation sur notre site pour expliquer toutes nos initiatives. Sur un site de 2000 personnes, on pensait que 300 peut-être personnes viendraient. J'ai vu débarquer 750 collaborateurs avec des tonnes de questions, des critiques sur nos initiatives, des questionnements. Et ce qui peut paraître évident pour vous, hein, vous mettez en place une initiative, ça vous semble évident que c'est vertueux, expliquez-la. Parce qu'il y a des contre-vérités, il y a des idées fausses qui peuvent circuler. Et vraiment, il faut faire un gros travail pédagogique sur vos sites pour expliquer et encore expliquer ce que vous faites. Merci. Kalina ? Alors oui, deux petits mots. Le premier, c'est de dire que, donc je vous l'ai dit, on est une coopérative au CBIOS et on a une très forte volonté de pouvoir faire travailler ensemble les gens entre eux. Et il y a en particulier un sujet qui est fondamental à toutes les échelles dont on parle depuis tout à l'heure, qui est le sujet de l'énergie. Et donc on a lancé un groupe de travail autour du biomimétisme et de l'énergie. Et évidemment, plus on aura d'acteurs autour de ce groupe de travail-là et pour réfléchir sur ces enjeux territoriaux, eh bien, plus on sera en capacité d'avancer. Donc je vous encourage, si ce sujet vous intéresse, à venir nous voir sur le stand CBIOS. Et puis, dernier mot de la fin, il y a un label américain qui existe qui s'appelle le Living Building Challenge, et donc, donc en gros, c'est le bâtiment vivant. À notre connaissance, c'est le label le plus exigeant d'un point de vue environnemental qui ait jamais été proposé. Comme son nom l'indique, il y a beaucoup de liens qui est fait avec le vivant, et notamment sur la sobriété, sur tous les piliers, finalement, les enjeux énergétiques, les enjeux de l'eau. Mais il y a un critère que je trouve assez génial, qui est le critère de la beauté. Et le critère de la beauté, ce sont les usagers du bâtiment, un an après l'utilisation, qui doivent juger sur quelque chose de purement qualitatif, est-ce que leur bâtiment est beau? Pas beau au sens de l'esthétique, mais est-ce que je suis fière d'être là et de contribuer à la fois par mon travail et par le lieu que je fréquente et que j'habite, est-ce que je suis fière de cette contribution au monde? Voilà, j'aime beaucoup ce critère-là et j'adorerais qu'on puisse tous y réfléchir et de voir quelle est notre contribution au monde et au vivant. Voilà, j'ai dit. Merci beaucoup.